Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On est mercredi le 25 septembre 2024. Anne Villeneuve, bonjour. Chemise grise aujourd'hui, un peu plus foncée. Attends, je vais me tâcher, je vais m'habiller. Comme le temps un peu. Oui, comme le temps. En termes de mauvaises habitudes, là, je peux suggérer aux gens, tu sais, si vous écoutez le mauvais poste de radio... Tu sais, un poste de radio plate, woke, là, où tout le monde est d'accord, puis tout le monde dit la même affaire. Peut-être le temps de changer. Je suis là pour aider. T'as raison. Oui, vers midi et demi, on aura Alain Talbot, qui est maire de Saint-Paul-de-Montmagny. Très mauvais nom de place. Difficile à Rien prononcer. contre, là, mais ça se dit mal. Saint-Paul-de-Montmagny. Qui a reçu l'histoire d'une brique dans le pare-brise. C'était complètement aberrant. Merci Cybèle, de passer tes fesses dans l'écran de même. C'était tout le monde. Tout le monde l'apprécie. Claude Larrivé, cofondateur et président-directeur général de la Tribu, parce qu'on va fermer la Tulipe. On va voir ce qui arrive. Là, la ville a convoqué le propriétaire de la Tulipe et il paraît qu'on s'attend à pas grand-chose de la ville. Tout ça découle d'une erreur administrative. Et là, la mairesse... Attendez, c'est très drôle. La mairesse Plante a dit non à la dictature d'un voisin. C'est non. C'est comme ça qu'elle gère la ville, la mairesse. On veut pas que les gens prennent leur voiture. C'est non. Prenez votre vélo. Les donneuses de leçons, c'est ça le geste officiel. Savais-tu ça, Daniel? C'est non. Ça marche. Daniel Breton est avec nous, président-directeur général de Mobilité électrique Canada. Daniel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques. Est-ce que tu as l'image de ça, Jean-Philippe, ou il faut que je le plug moi-même? Regarde, je vais le plugger comme ça. Bref, ça, c'est aux éditions Somme Toute. C'est un livre qui arrive à point, là, parce que qu'est-ce qui a fait que... Ça fait longtemps que tu t'occupes des véhicules électriques, là. On s'en est parlé à quelques reprises. Ouais. Pourquoi celui-là, maintenant, là, sur les mythes et vérités? Écoute, je vais te le dire en deux... Moi, ça fait plusieurs livres que j'écris sur le sujet de la transition énergétique des véhicules électriques. En 2016, j'avais fait un livre avec Jacques Duval à l'époque, où on avait une dizaine de pages où on parlait d'une douzaine de mythes. Là, le livre, il y a 240 pages pour 50 mythes. Moi, là, en 2016, naïvement, j'étais naïf. Je me disais, en 2024, j'aurais plus rien à dire. Là, tout le monde va avoir compris. Ouais. Mais c'est le contraire. Plus les véhicules électriques sont sur la route, plus ils sont populaires, plus il y a de la mauvaise information. La désinformation, la mésinformation. Et ça vient de tous les côtés. Ça veut dire médias sociaux, il y a des lobbies qui militent contre les véhicules électriques. Il y a Éric Duhem qui fait son pain et son beurre à raconter toutes sortes de sornettes sur les véhicules électriques. Ah, ça veut dire que tu ne te présentes pas pour le Parti conservateur? Non, pas tellement. Okay, c'est réglé. Je ne veux pas passer à travers les 50 mythes, là, mais je l'ai lu là, parce que moi, je suis là-dedans aussi. Ouais. À qui... Ce livre-là, quand on parle de véhicules électriques, non, à qui se fier? À qui se fier? À qui se fier? Ben, parce que tu parlais de désinformation, de lobby du pétrole, les concessionnaires. Dans ton livre, tu parles des concessionnaires qui sont pas toujours là pour aider non plus. Ah, pas du tout. Mais en fait, il y en a qui sont. Il y en a qui font un bon travail, qui font un travail sérieux, rigoureux. Ouais. D'autres, puis moi, je l'ai déjà dit dans le passé, là, moi, je me souviens, mes premières voitures électriques, je les ai pas achetées grâce au concessionnaire, mais malgré le concessionnaire. Tu sais, c'était vraiment, là... T'encourageais pas. Écoute, je suis entré pour m'acheter une voiture électrique, à un moment donné, il me disait, parle-moi pas de ces maudits chars-là. Tu sais, ça commence la conversation comme ça. C'est vrai. À un moment donné, il y a une fille dont je vais taire le nom, mais qui travaille dans l'industrie depuis longtemps, qui est fort respectée, respectable. Elle est entrée pour s'acheter une voiture électrique. Elle a dit, vous, ma petite madame, c'est pas bon pour vous, ça, là. Ça, là, c'est pas il y a 50 ans, là. C'est une couple d'années. Daniel, on ma a parlé... petite madame, en plus. Je te présente Stéphanie en passant. Bonjour, là, Stéphanie. Daniel, Allô? Stéphanie. On a parlé de ça la semaine passée. Mme Dutrisac est allée voir des voitures, puis elle s'est fait parler, ma petite madame. Ah, écoute. Elle s'est fait parler comme ça. Pourquoi tu arrêtes de me regarder de même? Parce qu'elle remettait en question le calcul du financement du concessionnaire. Ils sont détestables. Hein? Pas tous, mais il y en a qui Il y en sont. a une méchante gang. Il y a une culture. Mais donc, à qui se fier quand on veut acheter un véhicule électrique? À qui se fier?
Aux gens qui sont sérieux. Tu sais, ce livre-là, parce qu'il y a des gens qui vont dire, on sait bien, toi, tu prêches ta paroisse, tu es PDG de Mobilité électrique Canada, mais la réalité, c'est que mon livre, je l'ai fait avec le soutien de Pierre Langlois, qui est un docteur en physique, et le Conseil national de recherche du Canada. Rouler sans pétrole, c'est lui, ça. Rouler sans pétrole, qui est écrit en 2008. Ouais. Fait que, évidemment, il y a des gens qui vont me dire, je suis biaisé. Je suis effectivement biaisé en faveur des véhicules électriques, mais ce que je dis, je l'appuie avec des données scientifiques probantes. Écoute, il y a 200 quelques liens vers des études et des rapports là-dedans. Oui, c'est étoffé. C'est très étoffé. Oui, puis c'est ça, là, je peux pas passer à travers, mais, tu sais, pour qui? Parce qu'à un moment donné, tu dis, si tu achètes un véhicule électrique, là, c'est au moins 4 heures avec le vendeur. C'est ça que tu as écrit? Non, 4 c'est visites. pas moi qui ai dit ça, c'est un type qui travaillait dans la vente aux États-Unis. Il disait, c'est 4 heures. Ouais. Alors qu'un véhicule à essence, c'est 1 heure. Ben, c'est un paiement. T'sais, en général, les gens disent, moi, je veux savoir combien ça me coûte par mois. Ouais. Et ça, c'est une erreur que les gens font. Ouais. Parce que les gens pensent au paiement, ils ne pensent pas ensuite au coût d'entretien, puis ils ne pensent pas au coût de carburant. Ouais. Ni au coût initial. Parce que le paiement, là, ils peuvent te refiler un paquet d'affaires là-dedans. Là. Écoute, Benoît, moi, j'étais sous le choc dernièrement quand quelqu'un que je connais qui travaille en automobile disait, aujourd'hui, là, les gens ne financent plus sur 3-5 ans, là, c'est 7, 8, 9 ans. Mais il n'y a même plus de garantie. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu finances un véhicule sur lequel il n'y a pas de garantie. Fait que tu continues à payer, puis il n'y a pas... Je t'avais mis le syndrome de la petite madame. Tu t'en parles dans ton livre de ça. Là. Il y a une adaptation à faire là, de l'industrie face aux femmes qui veulent s'acheter un véhicule électrique. Et puis, je peux pas croire que j'ai besoin de répéter ça en 2024. Oui. Parmi les mythes, là, les véhicules électriques sont chers à page 39. Ouais. Ça, c'est un mythe qui est le premier sur la liste. Ah oui, qui n'arrête pas. Ouais. Puis moi, ce que je dis, c'est que c'est pas vrai de dire que les véhicules électriques sont pas chers, mais la réalité, c'est que les véhicules neufs, en général, sont rendus chers. Ouais. C'est-à-dire que le prix des véhicules neufs a beaucoup augmenté depuis 5 ans en particulier, sur toute la ligne. Ouais. Et en plus, les constructeurs ont fait disparaître de leur catalogue les véhicules d'entrée de gamme, les petits véhicules pas chers, comme je l'indique. Ouais. Et les véhicules un peu plus chers ont augmenté significativement de prix, ce qui fait que, écoute, prix de vente moyen d'un véhicule neuf en mars 2024, parce que je parle de mars dans le livre, c'était au-dessus de 66 000 $. En juin, c'était 66 800 $ au Canada. Ce qui fait que tu as une cinquantaine de modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui sont disponibles en bas de ce coût-là quand tu inclus le rabais fédéral, mais en incluant même pas le rabais du Québec. Donc, il y a de plus en plus de véhicules de milieu de gamme qui sont très compétitifs, parfois dès le jour 1. Là, ce qui nous manque, c'est des véhicules électriques d'entrée de gamme. Puis ça, j'en parle dans le livre. Puis là, il y a plusieurs constructeurs qui s'en viennent avec des véhicules d'entrée de gamme. Mais la réalité, c'est que on a présentement une norme zéro émission, une réglementation au Québec et au Canada pour faire en sorte qu'on passe à une augmentation des ventes de véhicules électriques d'ici 2035 à 100 %. Bien, si les constructeurs n'ont pas cette réglementation-là, ils vont envoyer les véhicules électriques d'entrée de gamme dans d'autres pays où la réglementation est contraignante. Parce que, regarde, je vais te donner des exemples, Daniel. Là, hier, je suis allé sur une grande surface. Ils faisaient la promotion d'un Cadillac Lyric. Oui. Je passe devant, j'ai fait, il est magnifique. C'est une voiture. La même chose, le Ioniq 6 chez Hyundai. 6, tu sais, sont des beaux véhicules. 75 000 $. Oui. 75 000 $. Tu comprends-tu que... Tu peux avoir ça pour moins cher, cela dit. Un Ioniq 6, tu peux l'avoir en bas de 75 000. Cadillac, c'est un Cadillac. Ouais. On s'entend. T'as pas de Cadillac à 40 000. Moi, la dernière fois, j'ai vu un Cadillac à 40 000, j'étais jeune. Puis c'était le Chevrolet Cavalier déguisé en voiture de luxe. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Mais quand même, le Cadillac Monza, là, presque. Cimarron, une affaire de même. Mais quand même, 75 000 $ pour un char électrique. Là, tu dis, écoute, vous virez fou, là. J'ai fait des calculs récemment entre une Toyota Corolla LE, donc un véhicule d'entrée de gamme, et une Toyota BZ4X LE, donc le VUS, donc plus gros, mais électrique. Quelqu'un qui le louait, puis là, je te parle de ça il y a à peu près un mois, les calculs que j'ai faits. Quelqu'un qui le louait sur 48 mois, qui faisait 20 000 km par année, j'ai calculé le coût de location, le coût du carburant. Ça revenait moins cher par semaine, le Toyota BZ4X, que le Toyota Corolla LE. Donc, comme je te dis, si on sort la calculatrice, il y a des bons deals. Il n'y en a pas partout, mais il y en a. On m'a dit, Daniel, louer une voiture électrique, c'est mieux que d'acheter une voiture électrique. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend des modèles, ça dépend des taux d'intérêt, ça dépend de ce que tu fais. La technologie ne vient pas entrer là-dedans. Parce que tu achètes après 4 ans, 5 ans. Écoute, moi, ma voiture a 3 ans.
puis je ne la vendrai pas dans un an. Là. Je veux dire, je vais la garder pendant plusieurs années parce qu'elle fait complètement le travail. Il ne faut pas que tu oublies que si on recule il y a 11 ans, OK, 2012 à 2023, l'autonomie médiane des véhicules électriques a été multipliée par 4. On est passé d'à peu près 110 à 440 km d'autonomie. 91 des Canadiens, puis je l'indique là-dedans, là, parcourent 35 km ou moins par jour pour aller au travail. Quand tu es rendu à 400-500 km d'autonomie, là, le véhicule va s'améliorer, mais ce serait pareil comme de dire, je vais attendre l'iPhone 24. Ça va toujours s'améliorer. Mais pour le moment, ça répond à la plupart des besoins pour beaucoup de monde. Les véhicules électriques, page 53, moins fiables que les véhicules à essence. Ça, c'est un mythe? En fait, c'est une demi-vérité. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules électriques qui ont eu des problèmes de fiabilité. Puis ce que je découvre, en fait, c'est deux choses. Un, la plupart des constructeurs automobiles ont de la misère avec ce qu'on appelle le software. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont habitués à faire du hardware. Ils font du métal, mécanique. De la pièce, de la mécanique. Mais là, de plus en plus, les véhicules électriques et à essence ont de plus en plus de software. Et ça devient un enjeu de fiabilité. Puis ça devient un enjeu, pas juste pour les véhicules électriques, pour les véhicules à essence. Moi, je veux dire... c'est plus des mécaniciens, là, des informaticiens que ça prend dans les garages. Ça prend les deux. Puis d'ailleurs, ça, c'est un vrai enjeu. L'entretien des véhicules neufs, essence ou électrique, ça devient un vrai défi parce que c'est difficile de trouver de la relève, parce que les mécaniciens ne sont pas toujours bien payés. Et c'est pas tout le monde qui veut apprendre à travailler à réparer des véhicules électriques. Moi, j'ai fait une entrevue il y a quelques semaines. Un type s'est acheté, je vais donner les exemples précis, une Chevrolet Volt. Ça faisait 2 ans qu'il avait la voiture. Il va chez le concessionnaire parce qu'il y a un problème avec la voiture. Puis le concessionnaire lui dit, il faut que tu changes ta batterie, c'est 33 000 $. Fait que le type appelle un média au Canada anglais. Le média appelle GM. GM va vérifier le char. C'était une mise à jour. C'était 0 $. C'était rien. Pas besoin de changer la batterie. Pas besoin de changer la batterie du tout. Là. Puis j'ai un de mes amis à qui c'est arrivé. Lui, il avait une Cadillac ELR. Puis il avait dit, il faut que tu changes ta batterie. Incidemment, c'est la même batterie qui était 33 000 $. Là, pour l'autre concessionnaire, c'était 12 000 $. Ah oui. Puis au final, je l'ai envoyé chez un spécialiste des véhicules électriques. La réparation et entretien, ça a coûté 325 $. Fait que l'enjeu on peut se faire compétences. Fourrer, il faut faire attention. On peut se faire fourrer. C'est pour ça, ma première question, à qui se fier? Parce que vraiment, tu sais... à des maisons et à des garages réputés. Il y a des garages qui se spécialisent dans la réparation et l'entretien de véhicules électriques. Il y a des concessionnaires qui sont sérieux dans ce domaine-là, mais il faut s'informer. Je veux dire, il y a des groupes Facebook là, qui se spécialisent dans certains modèles, puis d'aller voir tel garage, d'aller pas voir tel garage. Moi, je pense que ça vaut la peine. Les références, ça marche absolument. Encore. 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques. 2 dernières questions, Daniel Breton. D'abord, les bornes, là, ça pose un problème, surtout quand tu sors de Montréal. Écoute, moi, la semaine passée, en fin de semaine, je suis revenu de 3800 km de voyage en voiture électrique. J'étais en Nissan Ariya. Je suis descendu à Halifax. Je suis allé à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Je suis retourné à Halifax. Après ça, je suis allé à Charlottetown. Je suis allé en Gaspésie. Je suis revenu. Et j'ai eu... Au milieu de la forêt, là, tu commences à être nerveux un peu? En fait, c'est ça. C'est qu'au Québec, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Les réseaux comme Flow, Circuit électrique, ChargePoint, Tesla, il n'y en a pas d'enjeu de recharge. Ça va bien sur l'autoroute. Mais quand je me disais, je m'en vais au Nouveau-Brunswick, moins sûr. Mais pourtant, ça a très bien été. Le réseau NB Power, qui appelle New Brunswick Power, a très bien fonctionné. Quand je suis allé... C'est compatible. Oui. Tout est rendu compatible. Et la fiabilité s'améliore considérablement au fil des mois. Il y a le réseau Petro-Canada qui est totalement pas fiable. Allez-y pas, là. Je vous le dis tout de suite. Là. Ah oui. Mais, écoute, petite anecdote. J'étais à Rivière-du-Loup. J'ai appelé une demi-heure avant juste pour tester le réseau Petro-Canada. J'ai demandé, est-ce que les bornes fonctionnent? Oui, monsieur, pas de problème. Je suis arrivé là. Le dépanneur, avec les bornes, était barricadé. Il y avait un container. Ça n'a plus rien qui se passait là. Et pourtant, on t'avait dit... On m'avait dit que ça marchait, puis je suis retourné la semaine d'après, j'ai rappelé, puis on m'a encore dit que ça marchait. Donc, allez-y pas. Fait qu'allez-y pas. La dernière affaire, les incendies, là, on a parlé beaucoup, et ça, dans ton livre, c'est intéressant, les incendies de voitures électriques. Écoute, les gens ne réalisent pas à quel point les véhicules à essence sont beaucoup plus dangereux que les véhicules électriques. C'est entre 30 et 60 fois plus de chances qu'un véhicule à essence prenne feu qu'un véhicule électrique. Ouais. Et là, avec les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, par exemple les batteries lithium-fer-phosphate, j'ai un de mes bons amis, Karim Zahib, qui est un ancien d'Hydro-Québec, qui a travaillé beaucoup sur ces batteries-là au Québec. Ce sont des batteries qui sont de plus en plus sécuritaires. Et donc, la différence de sécurité entre l'électrique et l'essence ne fait que s'agrandir. L'impact écologique, parce qu'on n'en a pas parlé, entre un véhicule électrique et un véhicule à essence ne fait que s'agrandir. Donc,
Si tu n'as pas besoin de voiture... Dans ton livre, tu parles de la réutilisation des batteries. Et le recyclage des batteries. Ouais. Donc, ce que je dis toujours depuis des années, c'est si tu n'as pas besoin de voiture, c'est ça qui est le plus écologique. Oui. Je ne voulais pas passer à travers. Je veux que les gens le lisent, tu comprends? 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques. Dernière affaire, Nordvolt, hein, ça dit quoi? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'on a mis 700 millions dans quelque chose qui ne marchera pas, d'après toi? Les gens ne m'appellent pas pour commenter le hockey. Hein. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que je joue au hockey, mais je ne connais rien là-dedans. Ouais. Mais je suis étonné que des gens commentent sur des dossiers comme Nordvolt sans connaître le dossier de l'électrification des transports, puis il y en a plein ces temps-ci. C'est-à-dire? Bien, deux choses. Un, en date de 27 septembre, c'est dans 2 jours, le gouvernement américain va imposer un tarif, une surtaxe, pour l'importation de batteries chinoises dans les véhicules électriques aux États-Unis. Le gouvernement canadien, dans quelques jours, va faire la même chose. Je m'attends à ce que ça arrive d'ici 1 mois à peu près. Autrement dit, des compagnies comme Nordvolt vont se retrouver tout à coup avec un avantage concurrentiel parce que les constructeurs automobiles, qu'ils soient japonais, chinois, coréens, américains, etc., vont vouloir avoir des batteries faites en Amérique du Nord. Donc, Nordvolt... Pour compenser les batteries chinoises qu'on a. Parce que la plupart des batteries qu'on retrouve aujourd'hui dans les véhicules viennent de Chine. Donc, ce tarif-là qui entre en vigueur dans 2 jours va être un avantage important pour une compagnie comme Nordvolt. Et ça, personne ne parle de ça. Et je trouve que c'est une chose qui est passée en dessous du radar. Pourtant, les gens devraient comprendre qu'il y a une opportunité en or pour Nordvolt. Donc, il faut y aller, là. Moi, je suis totalement... Il y a un marché... Absolument. Puisqu'on ferme le marché aux batteries chinoises, il y a un marché qui va s'ouvrir aux autres fournisseurs. Qui s'ouvre maintenant, exactement. Eh bien, OK, parfait. C'est à lire vraiment 50 000 demi-vérités sur les véhicules électriques. Avant de louer, avant d'acheter, lisez ça parce que vraiment, c'est très éclairant. Et il y a toutes sortes de références. Là. C'est pas juste des opinions. Hein. Non. C'est pas des opinions. Là. C'est basé sur des faits, des données, des dates puis des noms. J'en suis fatigué. Ouais, vraiment. Daniel Breton, un gros merci. Bonne chance. Ça fait plaisir, Benoît.